Bonjour à tous. Les 12 et 19 juin prochains, les Français vont élire un nouveau Parlement, 577 députés qui auront la responsabilité de choisir la destinée du pays pour les 5 prochaines années. 10 de ces députés seront isérois. Je vous propose aujourd'hui un focus sur la 4e circonscription de l'Isère, la plus grande du département qui rassemble plus de 100 communes. Avant de vous présenter les 4 candidats qui vont débattre sur ce plateau, voici la carte d'identité de cette 4e circonscription signée Laurie Baillet. La 4e circonscription de l'Isère est la plus vaste du département. Elle s'étend du Vercors à Loisan, en passant par le Trièves, la Matésine et une partie de l'agglomération grenobloise, avec notamment Pont-de-Claix et Cessiné-Parisé. Dans ce vaste territoire, 72% des actifs utilisent la voiture pour se rendre à leur travail et seulement 10% d'entre eux profitent des mobilités douces, encore peu développées, même si la ligne de train Grenoble-Gap existe depuis 1878. Entre plaine et montagne, ville et village, ce territoire est marqué par une forte activité touristique estivale, avec le parc national des Écrins, le parc régional du Vercors, les lacs de Laffré, de Monténard ou encore le petit train de Lamure. Mais c'est surtout l'hiver que les enjeux économiques sont les plus importants, avec l'avenir incertain des stations de ski, des plus grandes comme l'Alpe d'Huez et les Deux Alpes, aux plus petites comme Autran ou Grèce-en-Vercors. Une grande partie de ce territoire est également impactée par les problèmes d'accès aux soins, avec un seul centre hospitalier à Lamure. Depuis 50 ans, la 4e circonscription de l'Isère est aux mains des socialistes. Marie-Noëlle Battistel, la candidate sortante aux 2 mandats, est à nouveau en lice. Elle représente la nouvelle Union populaire écologique et sociale et aura face à elle 9 candidats. Voilà, et à la présidentielle sur cette 4e circonscription, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête avec 27,4% des voix, 4 points devant Jean-Luc Mélenchon et 6 points devant Marine Le Pen. Derrière, on trouve Éric Zemmour avec 6,7%, Yannick Jadot avec 6,4% et Valérie Pécresse avec 4,3%. 4 des candidats sur cette circonscription sont présents sur ce plateau. Je vais vous les présenter par ordre alphabétique. Marie-Noëlle Battistel, bonjour. Bonjour. On vient de vous voir avec le masque, c'était l'époque du Covid. Forcément, ça paraît loin, mais c'était pas si lointain que ça. Députée sortante, membre du Parti socialiste, vous avez 65 ans, vous êtes élue à l'Assemblée nationale depuis 2010. Vous avez également été conseillère régionale et maire de la Salle-en-Beaumont, qui est une petite commune de Matésine, de 200 habitants, je crois à peu près. 350. 350, ben voilà, mes données datées d'il y a quelques années. Vous êtes d'ailleurs toujours conseillère municipale de la Salle-en-Beaumont. Tout à fait. Et puis vous avez dirigé une entreprise de transport avant votre carrière politique. Vous êtes soutenu dans cette élection par la NUPES, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. À côté de vous, Mickaël Kremer. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous avez 45 ans aujourd'hui même, c'est votre anniversaire, donc voilà, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Vous êtes ingénieur dans le domaine de la microélectronique dans une très grande entreprise grenobloise. Tout à fait. Bon, ST pour ne pas la citer. Depuis 22 ans, oui. Maire de Lens-en-Vercors depuis 2014. Vous êtes également vice-président de la communauté de communes du Vercors et du parc du Vercors. Et vous êtes soutenu dans cette élection par les Républicains, mais vous êtes membre du parti Les Centristes d'Hervé Morin. C'est ça. En face de vous, Fanny Lacroix. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes urbaniste de formation, vous êtes fonctionnaire territorial. Vous avez travaillé notamment sur la commune de Saint-Martin-d'Air il y a quelques années. Aujourd'hui, je crois que vous travaillez dans le Dévoluy, à la frontière avec les Hautes-Alpes. Vous avez été élu maire de Châtel-en-Trièves en 2020. Alors Châtel-en-Trièves, c'est un peu comme la Salle-en-Beaumont, c'est une petite commune du Sud-Isère. Combien d'habitants chez vous ? 450. Bon, voilà, on est dans le même ordre de grandeur. Vous êtes d'ailleurs vice-président de l'Association des maires ruraux de France. À la transition écologique. À la transition écologique, et vous êtes membre du MoDem et soutenu dans cette élection donc par la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Dernière invitée de ce plateau, Isabelle Olivier, bonjour. Bonjour. Vous avez 58 ans, vous habitez Mélance, dans l'agglomération grenobloise. Vous avez travaillé pendant une vingtaine d'années à la CEMITAG, la Société des transports en commun de l'agglomération. C'est la première fois que vous vous présentez à une élection ? Complètement. Et ben voilà, vous choisissez la législative, c'est pas la moins symbolique. Vous êtes membre du parti Reconquête, un parti créé par Éric Zemmour il y a quelques mois. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir accepté le principe de ce débat.
On va regarder les 5 autres candidats en lice sur cette circonscription. Je vais vous les citer. Il y a Quentin Gelin pour les Patriotes. Il y a Yves Gérin-Montbrun pour le Parti ouvrier indépendant démocratique. Olivier Guyot pour le Rassemblement national. Josiane Hirel pour le mouvement Hommes, Animaux, Nature. Et Jean-Alain Ziegler pour Lutte ouvrière. Je précise qu'on a sollicité Olivier Guyot, le candidat du Rassemblement national, au vu du score que Marine Le Pen a fait sur cette circonscription à la présidentielle, mais il n'a pas souhaité participer à ce débat. Voilà, c'est un exercice qui peut parfois se révéler délicat. J'en veux pour preuve le débat qu'on a organisé il y a quelques jours sur la première circonscription de l'Isère, qui a largement dépassé les frontières du département, puisque plusieurs séquences ont été reprises par les télés nationales. Une candidate n'avait pas été forcément très à l'aise sur ce plateau. J'espère que ça se passera bien entre vous. Marie-Noëlle Battistel, vous êtes la seule députée de gauche en Isère sur cette mandature. Votre parti, le PS, a été le dernier à rejoindre l'alliance proposée par Jean-Luc Mélenchon, la NUPES, en traînant un peu des pieds. Certains militants même sont toujours pas convaincus de cette alliance. Vous, comment vous adhérez à ce mouvement d'union ? Bon, je précise que je suis une candidate socialiste. J'adhère au Parti socialiste et j'y resterai. Et je siégerai, si je suis élue, dans le groupe socialiste et apparenté de l'Assemblée nationale. Effectivement, je porte le programme de ce rassemblement qui est l'aboutissement de discussions avec les différents partenaires de gauche. Nous y avons rejoint en tout dernier parce qu'on nous y a proposé aussi un peu tardivement. Et il était important pour nous qu'on soit d'accord sur l'ensemble de ce contrat programmatique avant de s'engager. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais en tout cas, sur le programme, oui. Et c'est aussi important pour moi que de participer à ce que la plus large majorité de députés qui portent ce programme puissent accéder à l'Assemblée nationale. Après un mandat qui a vu quand même l'affaiblissement du débat parlementaire, je souhaite pouvoir conforter cela et retrouver un Parlement qui a du poids, un Parlement qui débat. Et je crois que c'était une opportunité. Et la diversité, le pluralisme des partenaires qui composent cette union, ça fait aussi sa force et sa richesse. Donc chacun ayant évidemment ses convictions et puis ses méthodes et ses points de vue sur un certain nombre de sujets. Très bien. Vous êtes d'ailleurs la seule candidate socialiste en Isère pour ces élections. Tout à fait, comme j'ai été la seule députée socialiste. Oui, mais à l'époque, il y avait plus de candidats. Voilà. Michaël Kremer, vous êtes soutenu par les Républicains, Laurent Wauquiez, Jean-Pierre Barbier, notamment, qui figurent sur votre profession de foi. Oui. Même genre de question qu'avec Marie-Noëlle Battistel. Est-ce que vous revendiquez clairement ce soutien ? Les LR ont fait moins de 5% sur l'élection présidentielle. Même dans votre commune, à Lens-en-Vercors, ce n'est pas forcément un atout dans une législative ? Quand on a des convictions, ça reste un atout. Donc oui, je revendique ce soutien. Moi, je suis membre des centristes, le parti d'Hervé Morin. Mais encore une fois, on partage des idées, on partage des valeurs. Et c'est ces valeurs que je porte sur la 4e circonscription. Donc on a tout un tas de choses à défendre et moi, quand je m'engage avec tout et parfois on peut dire j'assume pas, mais non, quand on s'engage avec des soutiens, j'assume mes soutiens. Donc même si c'est moins de 5% aujourd'hui, j'ai pour ambition de faire beaucoup plus sur cette législative et voilà, donc c'est le contrat que j'ai fixé avec les personnes qui nous soutiennent et les personnes qui souhaitent qu'on fasse avancer ces idées-là. Très bien. Fanny Lacroix, vous, votre entrée en politique est plus récente. Je précisais que vous étiez maire depuis 2020, d'une commune plutôt à gauche. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Vous avez, vous, personnellement parrainé un candidat communiste pour cette présidentielle. On peut s'étonner de vous voir quelques mois après revendiquer une proximité avec la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, on va rappeler ce que c'est qu'un parrainage pour l'élection présidentielle, parce qu'il y a beaucoup de flou et parfois des incompréhensions sur ce sujet. Donc le parrainage, c'est d'apporter effectivement une signature pour permettre l'expression d'une pluralité démocratique. Et donc ça, François Bayrou l'a bien rappelé. Du coup, il y a eu des réservoirs de voix aussi qui ont été constitués pour aider certains candidats à accéder à l'élection. Donc moi, j'ai fait le choix de soutenir plutôt un petit candidat. Et donc ce choix était aussi très symbolique pour moi. J'ai voulu apporter mon parrainage à je trouve, quelqu'un qui a eu beaucoup de courage sur le premier tour de l'élection présidentielle, un Fabien Roussel qui a porté les valeurs de gauche républicaine. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire fortement, avec un certain courage, quand on voit que certains, parfois, peuvent baisser la garde sur des sujets de société qui sont extrêmement préoccupants. Donc c'est pour ça, j'ai effectivement
effectivement, et je maintiens ce parrainage pour Fabien Roussel, et du coup, qui n'engage pas le vote derrière. Hein, on est bien d'accord là-dessus. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes bien positionné au MoDem, au centre droit. Moi, je suis tout à fait... alors, centre droit, non, le MoDem, c'est un parti qui est au centre. Moi, je m'y retrouve parfaitement, en tout cas sur l'éthique politique, parce que je crois qu'avant même les idées, les combats idéologiques, il y a une forme d'éthique politique. L'élection présidentielle nous a montré ça. Moi, il y a des propos qui ne me conviennent pas. Je pense qu'il y a un enjeu au respect de cette pluralité, au fait d'accepter un débat contradictoire, d'avoir une vision aussi de la complexité, de la nuance. Et donc moi, j'ai décidé de m'orienter vers cette maison politique où du coup l'éthique, l'humanisme et le progrès sont au cœur du débat. Quand on regarde le score du premier tour de la présidentielle sur cette 4e circonscription, le camp qui arrive en tête, finalement, c'est le camp de la droite nationaliste. Je me tourne vers vous, Isabelle Olivier. Si on ajoute les voix de Marine Le Pen et celles d'Éric Zemmour, vous êtes devant même Emmanuel Macron sur cette circonscription. Pourtant, là, vous partez divisé. On sait bien qu'en politique, l'union fait souvent la force et la désunion, la défaite. Moi, j'étais complètement pour l'union des droites. Aujourd'hui, c'est un petit peu dommage quelque part. Oui, on part effectivement divisé. On va essayer de faire au mieux chacun de son côté. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer le candidat du Rassemblement national. Hélas, je voulais également le rencontrer. Quoi vous dire ? On va essayer de faire au mieux et en espérant pouvoir unir nos voix au second tour. La stratégie, c'est quoi ? C'est d'essayer de récupérer les électeurs justement du Rassemblement national ? Oui, mais largement, c'est clairement ça. Hein, de toute façon, je pense très sincèrement qu'il y a quand même beaucoup d'électeurs qui ont voté Marine Le Pen à la présidentielle par peur de M. Mélenchon. Donc je pense que nous allons récupérer les voix qui nous étaient dues, entre guillemets. On verra ça. Il y avait 15 points d'écart quand même sur le premier tour, mais... On regardera le résultat à partir de ce dimanche. On a choisi 2 grands thèmes pour structurer ce débat. Après, c'est vous qui allez pouvoir vous exprimer. Le pouvoir d'achat et puis l'avenir de la planète, qui sont un peu les 2 thèmes qui se sont imposés dans cette campagne. On va commencer par le plus urgent, boucler les fins de mois, ou la fin de mois, en l'occurrence, avec une inflation record que connaît notre pays. Depuis quelques mois, c'est de moins en moins facile pour une grande partie de la population d'arriver à boucler son budget. Fanny Lacroix, est-ce que sur ce point, le bilan d'Emmanuel Macron est satisfaisant selon vous ? Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été amenées pour conforter le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve, elle est conjoncturelle. C'est un retour de l'inflation qu'on n'avait pas vu sur la scène politique depuis longtemps. Et donc, à cette situation conjoncturelle, il faut effectivement des mesures fortes qui sont, elles aussi, conjoncturelles pour ne pas mettre le feu à l'inflation. Et là-dessus, donc, ça sera vraiment la première priorité du Parlement. Ça va être de pouvoir acter un certain nombre de mesures d'urgence donc pour lutter contre l'inflation. Donc, déjà, c'est le prolongement du gel des prix de l'électricité et du gaz. Ensuite, ça va être de continuer les aides sur le carburant, parce qu'on l'a vu, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de personnes, ou en tout cas sur notre circonscription, qui utilisent la voiture pour aller au travail. Donc, il faut absolument qu'on puisse continuer à délivrer cette aide. Il y a aussi cette idée du chèque alimentation, pour permettre aux ménages les plus en difficulté de pouvoir continuer à se nourrir, et en lien aussi avec les producteurs locaux et sur de l'alimentation de qualité. Donc, il faudra aussi qu'on soit vigilant à introduire des critères par rapport à ce chèque alimentation. Et puis, évidemment, il y a cette question aussi des retraites. Donc, il faudra aussi qu'on s'aligne sur l'inflation avec cette hausse de 4% qui est prévue dès le mois de juillet, et aussi l'augmentation des minima sociaux. Donc ça, c'est le pack de mesures un peu général. Et donc, après, il y aura des mesures un peu plus spécifiques pour prendre en compte certains secteurs d'activité. Je pense aux professions indépendantes, où là aussi, il faudra faire un effort sur les cotisations sociales. Je pense aussi aux fonctionnaires territoriaux, puisque j'en suis. Et du coup, il faudra aussi revaloriser le point d'indice de la fonction publique. Et puis, une attention très particulière à la jeunesse, qui a aussi beaucoup souffert du Covid et qui traverse des moments difficiles. Donc, il faudra là-dessus continuer à étudier des solutions plus précises pour les étudiants. Et juste, j'en terminerai là-dessus, parce que c'est bien beau de voter des mesures, mais après, il faut s'assurer qu'elles arrivent vraiment dans la poche des Français. Et là-dessus, ma qualité de maire rurale et aussi mon engagement au sein de l'Association des maires ruraux de France me fait privilégier la solution du guichet unique à la commune. Moi, je crois qu'on a la chance dans notre pays d'avoir encore 35 000 communes, dont beaucoup de communes rurales en complète proximité avec les citoyens. Et donc, il faudra qu'on travaille vraiment sur un guichet unique pour que l'ensemble de ces mesures d'urgence et vraiment nécessaires sur l'inflation soient vraiment très faciles d'accès en allant voir la secrétaire de mairie ou la personne d'accueil à la mairie. Donc moi, en tout cas, je m'engage à ce qu'on travaille en ce sens déjà sur ma commune de Châtel-en-Trièves.
Isabelle Olivier, ça fait partie aussi des priorités chez Reconquête, la préservation du pouvoir d'achat, même son développement. Vous avez repris un slogan bien connu de la droite, travailler plus pour gagner plus. C'est ça. Alors, en fait, l'idée, c'est de taxer moins pour gagner plus. C'est presque pareil. Voilà. Donc, alors, comment on fait? En fait, dans un premier temps, moi, je pense qu'il faut baisser massivement les impôts de production à hauteur de 30 milliards. En supprimant la C3S, la CVAE et la CFE. Bon, en France, on a 47% de prélèvements obligatoires. Bon, ce sont des chiffres de 2019, mais c'est énorme. Enfin, c'est un truc de fou. On remet également en place le travailler plus pour gagner plus avec les heures supplémentaires exonérées de charges. Alors, je sais quand c'était en place, j'en ai profité. Franchement, à la fin du mois, ça fait un petit plus qui n'est pas négligeable. Hein. Après, il faut aller travailler. Hein. Voilà. Le principe. Voilà. On lutte également ardemment contre la fraude sociale, mais vraiment ardemment. C'est-à-dire toutes les cartes vitales qui se promènent fausses ou qui servent à plusieurs. Il faut qu'on arrête avec ça. Les centenaires qui ont 100 ans depuis 30 ans, il faut également arrêter avec ça. Je pense qu'il faut vraiment lutter, mais vraiment drastiquement, contre cette fraude sociale. Ensuite, alors on baisse massivement les impôts qui, eux, sont financés par la suppression des aides non contributives pour les étrangers extra-européens, c'est-à-dire RSA, allocation familiale, allocation logement, on coupe tout. Complément vieillesse, etc. On revalorise les petites retraites également qui sont inférieures à 1 300 €, toujours financées par la suppression des aides non contributives. Avec la suppression également de la CSG et de la CRDS, ça ferait à peu près gagner aux petites retraites 600 € par an supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable. Bon, voilà. Et il faut également augmenter le salaire des travailleurs modestes du public, du privé et des indépendants avec la suppression de la CSG. Voilà. Moins de charges et un financement en réduisant les aides sociales pour des populations ciblées. C'est ça. Michael Kremer, travailler plus pour gagner plus. Alors Reconquête l'a repris un peu à son compte, mais c'était un slogan de la droite. Ça vous parle encore, cette stratégie? Ça parle encore aujourd'hui. La société, on doit travailler pour s'alimenter, on doit travailler, et je pense qu'on doit continuer dans cette dynamique-là. Ça passe par une défiscalisation des heures supplémentaires. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens, quand je dis rencontrer dans la rue, qui nous ont dit moi, je suis prêt à faire l'effort. On est en difficulté. Moi, je suis prêt à faire l'effort pour d'autres. Donc ça, il faut qu'on incite ces personnes-là à le faire. Convertir nos RTT en salaire, que ce soit possible. Moi, j'en ai bénéficié dans le cadre de mon entreprise. C'est quelque chose, quand j'y passe, avant d'avoir le mandat, je le faisais régulièrement pour mes loisirs. Donc, c'est des actions qu'on peut faire. Mais je pense qu'on le voit, il y a le transport qui coûte cher aujourd'hui. Et une chose, c'est qu'il faudrait qu'on incite les entreprises à relocaliser nos entreprises dans les zones rurales, revenir sur les zones rurales, diminuer tous ces transports, les transports quotidiens pour aller travailler. Si on relocalise l'emploi, aujourd'hui, nos bassins d'emploi, on parle de bassins d'emploi. Il faut qu'on redissémine, je pense, l'emploi sur le territoire et peut-être redynamiser dans des zones où les logements sont moins chers. Aujourd'hui, les deux choses les plus importantes, c'est le logement et le transport dans les foyers des personnes. Donc, si on peut travailler à côté de chez soi, c'est quand même important. On passe par là. Aujourd'hui, on voit qu'on est beaucoup en télétravail. Le Covid a fait évoluer les mentalités sur ce sujet. Même les entreprises qui étaient les plus récalcitrantes à mettre en place le télétravail, on voit aujourd'hui qu'elles continuent, sous la pression aussi des employés, parce qu'ils ont trouvé une certaine ça, c'est une piste je pense que c'est une piste à travailler, parce que c'est une piste... mais pour ça, il faut déployer le haut débit, hein, ça reste une chose, et ça c'est important de le faire. Donc, il faut qu'on retravaille sur cette dynamique-là. Pourquoi cette dynamique de retravailler plus
plus vers soi parce qu'on a besoin de limiter les transports. Ça va avec l'environnement, on en parlera tout à l'heure peut-être, mais voilà, c'est toutes ces choses-là. Il faut travailler sur le fond. Les mesures d'urgence, c'est bien, mais il faut aussi travailler sur le fond pour préparer l'avenir. Alors les mesures d'urgence, c'était les chèques que le gouvernement fait depuis quelques mois, Marie-Noëlle Battistel. Est-ce que c'est la bonne solution? On évoquait le temps de travail, ça a été un des combats des socialistes, le temps de travail, mais plutôt pour le baisser à l'époque. Quels sont ce que vous préconisez sur ce dossier sensible du pouvoir d'achat? Oui, vous l'avez dit en introduction, la question du pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français aujourd'hui. Et effectivement, les jeunes sont aussi également fortement impactés par cela. Alors, nous avons évidemment dans notre programme multiples mesures pour le pouvoir d'achat que je ne déclinerai pas sur l'ensemble parce que ça serait trop long. Mais en même temps, il y a effectivement un effet conjoncturel, mais il y a aussi des causes structurelles. Ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a révélé l'ensemble de la question du pouvoir d'achat. Je rappellerai juste qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, quand même, qui était bien antérieure à la crise en Ukraine. Et à la suite de cela, nous avons beaucoup consulté. Nous avons fait des propositions nombreuses sur la question du pouvoir d'achat qui ont été toutes renvoyées à beaucoup plus tard. Et je veux donner par exemple la question du relèvement du SMIC que nous avons proposé. Nous avons aussi proposé d'agir sur un certain nombre de prix, chose qui n'a pas été forcément entendue dans sa globalité. Et puis surtout, par exemple, des choses dont on parle assez peu dans la question du pouvoir d'achat, c'est aussi l'autonomie financière. On a proposé à multiples reprises par des textes de loi portés par différents groupes politiques de l'Assemblée nationale, le sujet de la déconjugalisation des allocations adultes handicapés, qui ont un pouvoir d'achat qui est très faible. Et dès lors que le conjoint a un revenu qui est, ma foi, pas très important, puisque c'est autour de 1 500, eh bien, on a une réduction des aides. Ça, ce n'est pas acceptable. Et on a saisi la perche à de nombreuses reprises. Ça a été toujours refusé. Et je crois qu'il faut aussi entendre les oppositions qui sont force de proposition. Ça n'a pas été régulièrement fait. Donc aujourd'hui, on remet le couvert. Moi, je rejoins Madame Lacroix sur la question de la proximité des aides qu'on pourrait déployer peut-être au plus près du terrain, parce que tout ce qui est en proximité est, à mon avis, mieux traité sur un certain nombre de compétences. Mais ça veut dire aussi de l'accompagnement de l'État. Parce que pendant le mandat, on a déchargé beaucoup sur les collectivités, sur la question des vaccinations, ça a été dit. Il y a beaucoup de collectivités qui prennent en charge un certain nombre de choses, notamment les bus France Service. Ce n'est pas tout pris en charge par l'État pour amener les services au plus près des citoyens. Et quelle est la compensation que donne l'État ? Et la dotation globale de fonctionnement n'a jamais été aussi stable, voire baissée pendant ce mandat précédent également. Mais le transfert de charges fait qu'aujourd'hui, ça va devenir impossible pour des collectivités d'assumer des services supplémentaires. Là, il y a un encombrement, pour un petit exemple très concret, un encombrement extrêmement important sur la création de passeports et de cartes d'identité. Qu'est-ce qu'on fait ? On demande aux collectivités d'assurer plus de permanence, mais la prise en charge financière, c'est la commune. Et donc, il y a un moment donné, il faut aussi accompagner les communes. Les élus n'ont pas été forcément toujours très entendus aussi, donc il faut écouter aussi localement. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de propositions que nous faisons. Et puis sur ce qui impacte aujourd'hui le plus les Français, c'est évidemment le coût de l'alimentation, mais beaucoup le logement. Et on peut aller, on ira sûrement quand la question du climat se posera, sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments, qui sont quelque chose qui est excellent pour le climat, mais aussi pour le pouvoir d'achat. Et là aussi, nous avons fait de nombreuses propositions qui n'ont pas été entendues. Donc je crois qu'il est important de saisir des opportunités, puis de saisir aussi l'idée des autres. Et ce n'est pas forcément les méthodes qui ont été appliquées. Donc moi, je souhaite vraiment qu'il y ait
un élargissement du débat pour que chacun puisse apporter sa pierre, parce que c'est pas toujours que l'autre qui a raison, et c'est important de respecter les positions de chacun. Fanny Lacroix, le fait d'avoir une majorité présidentielle importante sur son premier mandat a peut-être poussé Emmanuel Macron à justement pas retenir ou pas écouter ses oppositions et avancer sur certaines propositions. À titre personnel, effectivement, je trouve qu'en début de mandat, il n'a pas assez pris en considération les corps intermédiaires. Mais il y a eu un moment de rupture avec les Gilets jaunes, et du coup, le président a revu un peu sa feuille de route en cours de mandat. Et il est temps, et il faut continuer en ce sens-là, c'est évident. Moi, je veux revenir quand même sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Donc, pour moi, l'inflation, c'est vraiment quelque chose de conjoncturel. Après, effectivement, il faut aussi parler du structurel. Vous parlez de la conjoncture, c'est la guerre en Ukraine ? Disons oui, c'est la guerre en Ukraine, c'est la sécheresse, c'est le stress climatique, etc. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, on a une flambée des prix. Donc, à un événement qui est conjoncturel, il faut des mesures qui sont conjoncturelles. Donc, le carnet Après, effectivement, il y a des mesures plus structurelles. On ne peut pas passer sous silence le fait qu'aujourd'hui, la question du plein emploi est devant nous. Et donc, la meilleure réponse quand même par rapport à l'ensemble des problématiques du pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui de pouvoir travailler. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Et aujourd'hui, cette perspective du plein emploi, elle est devant nous. Et donc, nous devons mobiliser l'ensemble de nos moyens pour lever les derniers freins à l'emploi, qui sont la mobilité ou encore la garde d'enfants. Mais je pense qu'on y reviendra d'ici un petit moment. Mais je voulais juste quand même rebondir sur deux sujets, parce que c'est important de préciser les choses. Quand on annonce une augmentation du SMIC à 1 500 € sur un contexte conjoncturel d'inflation, il faut quand même pouvoir dire aux Français que c'est une mesure qui est dangereuse. Elle est dangereuse, pourquoi ? Parce que quand on va discuter quand même avec nos chefs d'entreprise, moi j'ai discuté toute la semaine avec nos agriculteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent ? C'est que nous, si on a une inflation pour le consommateur à 5%, c'est pas le cas aujourd'hui pour le chef d'entreprise. C'est-à-dire que lui, il subit 20% d'augmentation du coût de l'énergie, des matières premières, etc. Donc si on pose aujourd'hui de manière comme ça, catégorique, venant du haut, un SMIC à 1 500 €, devant nous, ça va être un choc extrêmement important sur l'emploi, et donc ce qui va se traduire par une augmentation du chômage, et on n'atteindra pas les résultats. Et enfin, je voulais aussi rebondir sur une autre chose, c'est que je suis un peu étonnée qu'on revendique la place de la commune, alors que quand on regarde ce qui s'est fait, il faut quand même des fois reprendre une analyse de l'histoire un peu plus longue. C'est-à-dire que pour moi, et d'ailleurs tous les élus s'accordent là-dessus, la loi qui a été communicide, elle a été passée quand même sous le mandat précédent, c'est-à-dire c'est la loi NOTRe qui a quand même déstructuré considérablement le rôle des communes. Je veux dire, la baisse de la DGF, on l'a constaté depuis des dizaines d'années. Enfin, donc c'est aujourd'hui, il faut effectivement, je pense il y a un moment d'histoire qui est passé, la crise des Gilets jaunes est passée. Moi, je me félicite quand même de voir qu'il y a une volonté de faire un peu différent. Il faut quand même saluer le fait que c'est le premier gouvernement où on a vu un ministère, un secrétaire d'État à la ruralité avec Joël Giraud, qui est enfin arrivé renforcer la vision de la ruralité à l'échelle de l'État. Il y a une considération de l'Association des maires ruraux de France et aussi des maires sur la seconde partie de mandat avec la construction d'un agenda rural. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, mais je dis qu'il ne faut rien lâcher, et qu'en tout cas, moi, je crois qu'il y a eu un virage. Il y a eu un virage qui a été pris post-Gilets jaunes. Bon, DGF, c'est l'argent que donne l'État à chaque commune pour les aider dans le fonctionnement. Michael Kremer ? Oui, il y a DGF, mais il y a aussi FPIC et FNGIR, c'est-à-dire qu'il y a ce que l'État donne et il y a ce que l'État reprend derrière. C'est vrai qu'on a observé une certaine stabilité de la DGF. C'était une très bonne opération de communication de la part de l'État. Quand les communes sont montées un peu au créneau, il nous a dit, ben voilà, hop, on garde la DGF. Par contre, ce qu'on n'a pas vu, c'est le FPIC, la FNGIR qui ont augmenté. Donc, on s'est retrouvé finalement avec des dotations qui ont baissé. Parce qu'au final, entre ce qu'on donne et ce qu'on prend, ce qu'on prend a augmenté. Donc, là, il faut le dire. Aujourd'hui, je vois qu'on veut remettre des services au niveau des communes. Les communes, on va avoir du mal à recruter encore. Aujourd'hui, c'est des emplois qu'il faut revaloriser. Et puis, c'est des emplois aujourd'hui où on a du mal. Nous, je prends la commune de Lens-en-Vercors. Aujourd'hui, on a plusieurs postes qui sont ouverts. Les transports, aujourd'hui, ça devient problématique. On a du mal à recruter parce que les gens, pour eux, ne vont pas se retrouver. Donc, il faut aujourd'hui qu'on retrouve la façon, ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on retravaille sur ce côté de l'emploi et du transport. C'est deux choses qui vont de pair. Parce que là, on a parlé de ruralité, mais ceux qui vivent dans l'agglomération, ils ont parfois la chance d'avoir des transports en commun qui sont importants. Je rappelle le développement, on prend un peu d'histoire, mais le développement du tramway,
Ça remonte à M. Carignan, donc il faut voilà, donc on est sur les politiques de transport, les politiques de mobilité, elles ont déjà été prises en compte depuis un certain temps, mais on voit qu'on oublie un peu les personnes, parce que on a développé le tram, on a structuré le tram, c'est un peu comme le TGV en France, on a développé le TGV, on a structuré le TGV, mais on a coupé toutes les petites lignes. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec des transports et des personnes qui se retrouvent isolées, qui avaient des transports en commun, des bus pour aller travailler, et que ça leur allait très bien. J'ai rencontré des gens qui me disaient ça allait très bien, on s'est installé là parce qu'on avait le transport en commun, on n'avait pas de voiture à prendre. Et aujourd'hui, on a moins de transports en commun parce qu'on a structuré autour des voies de tramway. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une réflexion globale quand on travaille sur ces sujets-là. Il faut avoir vraiment une réflexion globale. Je suis pour ces développements-là, mais il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Quand on bouge une ligne, il faut faire attention à ce qu'il y a à côté. Et Isabelle Ollivier, tout ça, je vous voyais réagir quand j'évoquais le carnet de chèques que sort Emmanuel Macron depuis quelques temps, son gouvernement en tout cas. Je pense qu'on ne peut pas vivre de tickets resto et de chèques, quoi. Franchement, le chèque de 100 € là, pour l'essence qu'on a eu en début d'année, oui, mars. Enfin, les retraités l'ont eu en mars, les travailleurs en janvier. Il a été aussi versé aux prisonniers. Bon, moi, il me semble que les prisonniers n'ont pas de voiture. Ou en tout cas, ils ne l'utilisent pas pendant leur temps pendant leur temps de peine. Bon, voilà, enfin bon, non, mais moi, je suis contre complètement ces chèques qu'on donne, le chèque alimentation, le chèque gasoil. Non. Je pense que le travail, il faut que le travail paie. Il y a forcément des gens qu'on peut aider aussi, mais voilà, les gens qui travaillent, je pense qu'ils seront plus contents, ils seraient plus contents d'avoir 100 € en plus sur leur fiche de paye qu'un chèque qu'on leur donne. Voilà, je suis contre. Pour rebondir, je vous donne la parole, Marie-Noëlle Battistel. Pardon. Ouais. Je voulais aussi également rebondir sur les transports. Je suis complètement d'accord avec vous. Les gens qui descendent du plateau du Vercors ou du plateau du Trièves font beaucoup de kilomètres. Enfin, bon, je connais quelques personnes sur le plateau du Vercors qui y habitent. C'est sûr qu'il vaudrait quand même mieux un véhicule, quoi, que 10 qui descendent. On est bien d'accord. Mais ça, c'est super important parce que bon, déjà, le gasoil va coûter de plus en plus cher. Et on va dire que pour la planète, il va vraiment falloir qu'on y pense. Voilà. Marie-Noëlle Battistel, Fadila croit je traduis un peu sa pensée, mais rebondissez sur la proposition de la NUPES d'augmenter le SMIC à 1 500 €. Irréaliste pour le gouvernement en place. Vous, qui avez été chef d'entreprise, donc vous connaissez aussi les contraintes que peuvent avoir pendant 20 ans. Ce type de société par rapport à une hausse des salaires. Comment vous gérez ce... Déjà, je pense que la question du pouvoir d'achat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas que conjoncturel. La question du SMIC et du relèvement du SMIC, c'est quand même, ça date un petit peu et il est extrêmement difficile pour beaucoup de monde de vivre avec un SMIC, notamment quand on a des besoins de mobilité et des dépenses extrêmement importantes pour aller travailler. Et moi, je connais de plus en plus de personnes qui travaillent, qui se déplacent et qui, la dernière semaine du mois, vont à la banque alimentaire. C'est pas acceptable. Donc, le relèvement du SMIC est pour moi une nécessité. Après, il y a aussi, sur la question des charges et l'impact sur les employeurs, il y a des dispositifs. Je pense qu'on sait faire un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas un impact forcément direct. Et je voulais rebondir aussi sur la question des collectivités, souvent la capacité à faire des collectivités demain. La suppression de la taxe d'habitation, c'était une très bonne chose pour les citoyens, mais ça a quand même figé un certain nombre de ressources pour les collectivités qui, du coup, sont privées de cette dynamique fiscale pour les années futures. Et aujourd'hui, on entend qu'on pourrait supprimer la CVAE, qui, du coup, est un impôt économique qui va impacter les intercommunalités et qui donc vont réduire aussi leur capacité à faire. Et je pense que l'intercommunalité, c'est comme la commune, ça agit en proximité, ça crée du service à la population et c'est donc très important. Et puis peut-être pour finir sur le structurel et le conjoncturel, par exemple la construction du prix de l'électricité, il faut peut-être y revenir dessus. Parce qu'aujourd'hui, l'électricité, elle est sur le marché européen, ce qui
pas une bonne chose, mais elle a une structuration de prix qui n'est plus acceptable aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'on a inventé un dispositif qui s'appelle l'Arenh, et donc qui conduit, par exemple, en ce moment, EDF à subventionner des fournisseurs alternatifs, dont le premier, c'est Total. Donc on demande une dépense de 8 milliards d'euros supplémentaires là, qui a été décidé après la fin du mandat. Et là, j'entends qu'on proposerait un relèvement de l'Arenh, encore une fois, donc qui impacterait encore EDF davantage pour aller alimenter. Total, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, n'a pas forcément besoin d'une aide supplémentaire. Et par contre, ça pourrait être affecté sur les tarifs régulés de vente, à la fois pour les consommateurs particuliers, mais aussi pour les petites entreprises, pour les agriculteurs, pour tous ceux qui ont une augmentation de charges. Donc c'est aussi un choix politique que de diriger vers les uns ou de diriger vers les autres. Michael Kremer. Oui, là c'est vrai qu'on parle d'aide, mais je pense qu'aujourd'hui les gens ils veulent vivre de leur travail, ils ne veulent pas vivre de subventions ou d'aide. Il y a eu un reportage des structeurs là, sur la PAC, et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps avec les agriculteurs, qu'on a pas mal sur la circonscription. Aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est qu'eux, ils voudraient bien se passer de la PAC, ils voudraient être capables de se verser un salaire, de vivre de leur travail, parce qu'aujourd'hui, pour eux, c'est encore plus difficile que pour les autres, parce que nous, on a notre pouvoir d'achat qui baisse parce que d'un côté, ça devient plus cher, mais eux, ils ont leur salaire qui baisse aussi parce qu'ils ont plus de charges au niveau de leur exploitation et ils vendent moins. Donc, il y a toute cette dynamique-là qu'il faut pas oublier. Il y a certaines populations qui souffrent. Et aujourd'hui, quand on achète, si on va en supermarché, quand on achète un paquet de pâtes, on a tout un tas d'intermédiaires. Alors que si on va l'acheter directement chez l'agriculteur, c'est directement son salaire. Et donc on est directement la nourriture, en fait tout le monde dit la nourriture elle coûte cher. La nourriture ne coûte pas cher par rapport à tout ce qui est loisirs à côté de nous. La nourriture, si elle est payée au bon prix à l'agriculture directement, elle ne coûte pas cher. Alors, vous évoquiez l'énergie, on y reviendra dans quelques instants par rapport à la stratégie énergétique pour les années à venir. Là-dessus, il y a des vraies différences entre les courants. Sur la 4e circonscription, on l'a vu dans la petite carte postale de présentation, il y a beaucoup de stations de ski. Les deux Alpes, Alpes d'Huez, Vaujany, Ozan-Noizan, l'Alpe du Grand-Serre, Gresse-en-Vercors, Villard-de-Lans, Autran, Méaudre, Lens-en-Vercors. Je ne vais pas l'oublier, Michael Kremer. Voilà, c'est un écosystème qui tourne autour du tourisme hivernal notamment, et un écosystème qui est menacé aujourd'hui par le réchauffement climatique. Vous êtes le maire d'une station de moyenne montagne. Je crois que le domaine skiable, c'est entre 1400 et 1800 mètres pour Lens-en-Vercors. Est-ce qu'on peut vraiment agir, faire quelque chose contre ce qui paraît inéluctable d'ici 10, 20 ou 30 ans, que de toute façon la neige va disparaître et que l'économie qui tourne autour va être très impactée ? Alors, l'économie va être très impactée. On l'a vu sur la période Covid. On est au niveau du chiffre d'affaires généré rien que sur le Vercors, ça a été une chute de 80% sur une année complète. Donc, on voit le poids de la neige et du ski. Pas de la neige, parce qu'on a eu beaucoup de monde à la neige, mais du poids des remontées mécaniques sur l'économie des montagnes. Je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui stigmatiser les stations. Les stations, ça fait déjà longtemps qu'elles travaillent justement à leur pérennité. Aujourd'hui, on sait qu'on a une vision en fonction des massifs, en fonction des expositions. À 25-30 ans, on sait où on met les pieds. Je peux parler d'un sujet que je connais puisqu'on a fait une retenue collinaire sur la station de Lens en 2017. Pour de la neige de culture ? De la neige de culture. Donc c'est une retenue qui a une vocation pour l'alpagisme, c'est une vocation pour la neige de culture. Et dernièrement, ça nous a permis d'éviter des inondations puisque, je vais expliquer le cheminement jusqu'au bout, c'est qu'on a des sources qui se sont mises à recouler au village depuis qu'on a mis la neige de culture. C'est-à-dire que la fonte progressive de la neige sur le bassin versant d'où on a mis la neige de culture a réalimenté les réseaux souterrains. Donc on voit l'impact positif aujourd'hui de la neige de culture. Et les opérateurs de domaine skiable font des investissements aujourd'hui raisonnés. On n'est pas en folie furieuse d'aller toujours de l'avant, parce que c'est notre outil de travail, notre outil de survie. Donc casser notre montagne, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, les investissements, c'est vrai que c'est des investissements lourds.
Mais si je prends des petites stations, on va parler des stations de moyenne montagne, on prend Lens-en-Vercors, on prend Autran, on prend les saisonniers, c'est des plus réactifs. C'est plus que des saisonniers, c'est des plus réactifs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un travail l'hiver qui ne peuvent pas un travail l'été, qui ne peuvent pas réaliser l'hiver. Tout ce qui est charpentier en hiver, tout ce qui est espace vert. Donc c'est des personnes qui sont plus réactives. Donc c'est la plus réactivité qui est directement impactée. Donc aujourd'hui, toutes les stations se dirigent vers ce que en France on appelle le 4 saisons, ce que moi j'appelle plutôt le D-saison. En montagne on a plutôt 2 saisons, on a des ailes de saison qu'on essaie d'ouvrir, de pérenniser, mais on n'est pas là-dessus. Mais on voit qu'on a une population qui est de plus en plus demandeuse des stations. Les stations, elles offrent des loisirs, elles offrent des plaisirs. Elles sont souvent stigmatisées. Néanmoins, aujourd'hui, ça représente que 10% de la montagne française. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler de manière qu'on a fait en Isère, c'est-à-dire que le département a payé des études sur la neige. C'était repris par Climsnow après, mais voilà, on est capable de dire, là, c'est important la neige, elle va y être. La neige, elle ne va pas. Ça ne sert à rien de développer à cet endroit-là. Voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on stigmatise. On a des projets dans les stations de ski qui traînent depuis longtemps. Je prends les Deux Alpes, ils ont un projet de retenue qui a 15 ans. Et aujourd'hui, les stations, elles souffrent de ça, elles souffrent du ski bashing. Elles essayent de s'en sortir. Elles sont importantes pour l'écosystème de la montagne, que ce soit je parlais des agriculteurs tout à l'heure, mais pour les circuits courts. Et on souffre d'une chose qui est importante, c'est qu'on n'a pas la même, les départements. Les services du département ou des régions n'ont pas la même interprétation au niveau de la loi, et on a une disparité qui se fait entre les différents départements. Et je pense que c'est important. On a un problème il faut que nos dossiers en montagne ils soient instruits de manière objective, mais pas dogmatique ou plutôt militante par certains services instructeurs. Dernier exemple avant de laisser la parole, c'est que sur cette retenue à Lens, on avait un même dossier de loi de l'environnement à faire pour un pour le défrichement, un pour la retenue. C'est exactement le même dossier. Donc, il est instruit par 3 personnes différentes, 3 avis différents sur le même dossier. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de travail sur ce côté-là à faire sur l'instruction au niveau des services de l'État. Fanny Lacroix, Michael Kremer évoquait sa retenue collinière, donc la neige de culture. La région de Laurent-Wauquiez subventionne les installations de neige de culture pour les années à venir. C'est une bonne solution de continuer à inciter ce type de développement ? En tout cas, moi, j'aimerais déjà vous dire que cette question de la transition écologique, c'est un sujet qui est majeur devant nous. Moi, c'est la raison de mon engagement en politique. Je suis très consciente des enjeux qui sont devant nous en tant que maire de commune rurale, parce qu'on a des communes sentinelles en montagne et on se rend compte tous les jours de la dégradation et de ce qui est devant nous. Et en tant que maman aussi de 2 enfants, et on n'a pas envie demain que nos enfants et nos petits-enfants voient les glaciers uniquement en carte postale. Donc l'enjeu, il est immense devant nous. Je pense qu'à partir de là, il faut grande lucidité. Il faut aussi accepter la science, il faut avoir un discours scientifique. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose à porter fortement, cette considération de l'expertise. Et surtout, il ne faut pas après sombrer dans des discours qui peuvent aller sur une forme de peur. Parce que la peur n'anime pas les grands défis de société qui doivent amener, faire converger les acteurs vers une solution par le haut. Moi, je l'ai vu sur ma commune de Châtel-en-Trièves où on a failli perdre du service public. C'est justement en essayant de faire un nouveau contrat social qui rassemble tout le monde qu'on arrive à franchir l'étape et qu'on crée en plus une dynamique positive. Parce qu'il faut qu'on arrive à générer de la positivité sur ces grands défis qui sont devant nous. Du coup, j'entends effectivement ce que dit Michael et la réalité de ces stations. Ça résonne beaucoup avec ce que je vis aussi en tant que fonctionnaire territorial au Dévoluy, ou même sur ma communauté de communes où j'ai la vice-présidence au tourisme et nous avons la station de Gresse-en-Vercors. Et moi, une fois qu'on a dit cela, c'est-à-dire lucidité, science, et puis après faire confiance dans notre capacité à rebondir collectivement, moi je trouve que ces territoires de montagne sont d'une capacité extrêmement intéressante par l'adversité, savoir de pouvoir se mettre tous ensemble autour de la table pour construire
ce qui est un équilibre de développement. Et du coup, on le voit quand on discute avec les acteurs de montagne, cette question des retenues collinaires est extrêmement intéressante puisqu'elle matérialise un contrat social autour de la gestion de l'eau, qui est un des grands enjeux de la montagne. On voit qu'on arrive à structurer des équilibres qui rassemblent autant les acteurs du ski, les agriculteurs que les populations, etc. Et moi, je trouve que ça, c'est une chance. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a l'enjeu devant nous, c'est de faire en sorte que la 4e circonscription de l'Isère, elle soit fer de lance de la transition écologique, parce qu'elle a des trésors sur son territoire, elle a une capacité d'innovation exceptionnelle. Je parlais encore au maire de Bourdoisan, il n'y a pas si longtemps que ça, quand je suis allée voir sur sa commune, et lui, qui a un magnifique projet de création d'hydrogène à l'échelle du Bourdoisan, qui pourra après irriguer l'ensemble des stations de ski. Moi, je crois en ça. Je crois en la science, je suis humaniste, et je me dis, il faut être à la hauteur des enjeux devant nous, mais avec beaucoup d'énergie positive pour aborder ces grands enjeux. Et donc, moi, je pense qu'un des enjeux d'être député de cette 4e circo, c'est de porter notre capacité d'innovation à l'échelle nationale. Marie-Noëlle Battistel, vous partagez l'ambition de Fanny Lacroix pour cette 4e circonscription ? Oui, je la connais bien, cette 4e circonscription, et effectivement, elle a plein de richesses. Et les montagnards ont cette capacité d'adaptation depuis très longtemps, pas seulement maintenant. Ils se sont adaptés au fil des siècles parce que c'est rude, souvent, de vivre en montagne. On n'a pas toujours cette image parce que tout paraît idyllique quand on y va en vacances, mais c'est pas ça la vraie vie en montagne et en haute montagne. Donc, les montagnards ont cette capacité. Deuxièmement, je crois qu'il y a une prise de conscience collective sur ces enjeux-là. Je n'aurais peut-être pas dit il y a 10 ans, mais aujourd'hui, tous les acteurs ont pris conscience de cela. Tout à l'heure, Michael Kremer citait Domaine skiable de France, qui a pris un virage extrêmement fort en matière d'aménagement touristique sur les massifs et de la prise en compte à la fois de la question de la ressource en eau, qui est un enjeu extrêmement fort dans les années à venir, avec le partage de cette ressource. Donc, il va aussi falloir concilier les usages. Donc, je porte actuellement au sein de la commission locale de l'eau un schéma de conciliation de neige de culture, massif par massif, bassin versant par bassin versant, pour étudier avec une base extrêmement fine de prélèvement, d'analyse, de science sur la capacité des territoires à se partager cette ressource, à la fois pour l'alimentation, évidemment, tout d'abord des habitants, mais aussi pour l'hydroélectricité, pour l'eau nautique, pour la neige de culture, qu'on fait de moins en moins parce que les massifs sont quand même assez bien équipés aujourd'hui sur nos domaines. Mais je crois que la montagne, c'est aussi, c'est pas seulement la vision de la station de ski. Le changement climatique, il impacte toute la vie en montagne, pas seulement l'hiver. On discutait avec les acteurs, à la fois les agriculteurs, mais aussi les habitants, sur les effets post-Covid de l'affluence en montagne et de la surfréquentation en montagne liée aux chaleurs qui sont dans les vallées et qui, les habitants aspirent à trouver un peu de fraîcheur. Et donc là, on a aussi un enjeu d'appréhender les vrais codes de la montagne pour des pratiquants qui sont nouveaux et qui méconnaissent. Alors, c'est pas qu'ils veulent mal faire forcément, mais en tout cas, il y a cette nécessité et ça nous amène forcément à la question des classes et des centres d'hébergement pour les mineurs et l'accueil de classes à la fois de classes vertes et de classes de neige, où là, on apprend les codes de la montagne, on apprend à connaître et à apprécier cette qualité de vie en montagne. Mais la montagne, c'est aussi la question de l'évolution des métiers quand on parle changement climatique, parce que demain, on ne sera pas que moniteur de ski. Même en plein mois de janvier, on peut être amené à accompagner, on l'a vu pendant la crise Covid, les moniteurs de ski, par exemple, se sont transformés en accompagnateurs moyenne montagne ou sur d'autres activités. Et je crois qu'il va falloir avoir cette capacité d'adaptation sur les métiers, sur la pluriactivité, cela a été dit, et puis sur les mobilités, parce qu'il n'y a pas que les enjeux de création de neige de culture, mais il y a aussi comment on accède aux stations de ski aujourd'hui. On a des modèles d'ascenseurs valléens, on en a un dans la 4e circonscription de l'Isère sur l'Odol Express, qui est un vrai modèle de mobilité propre,
qui évite beaucoup de voitures sur les routes, mais qui permet aussi aux saisonniers qui ne peuvent pas être hébergés en station parce que c'est extrêmement cher, de pouvoir avoir cette mobilité présente qui leur permet de prendre cette navette suspendue et en 8 minutes être au pied des pistes. Donc il y a aussi ces modèles de mobilité à réfléchir sur beaucoup de stations. Et puis la montagne, c'est aussi les vallées, c'est aussi l'emploi. Et on a beaucoup parlé pendant ce mandat de Ferropem. Et c'est cette capacité à garder aussi nos industries. On parle beaucoup de relocalisation, mais il faut aussi garder nos savoir-faire. Et ça, c'est une chance qu'on ait pu sauver cette entreprise. Puis peut-être qu'il faut aussi relocaliser un certain nombre à la fois de services, mais aussi d'activités économiques en montagne ou en tout cas en secteur de montagne, de manière à ce que les mobilités se réduisent. Mais moi, j'ai confiance dans les montagnards pour engager ces enjeux climatiques de manière positive et surtout de manière collective. Isabelle Ollier, contrairement aux 3 autres candidats, vous vivez dans l'agglomération grenobloise. Oui, vous êtes peut-être un peu moins impliqué dans l'économie touristique. Je suis quand même très souvent dans le Trièvre, donc... Oui, on aime tous aller dans le Trièvre, dans le Vercors ou dans l'Oisans. Souvent. Voilà, à Touages exactement, donc pas très loin de Mins, voilà. Il y a effectivement, moi j'ai confiance aussi en l'humain, mais complètement confiance en l'humain. Il y a une station dans les Pyrénées, la station de Puigmal, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Eux, ils ont fermé parce que surendettés. Donc le préfet a dit stop. Je croyais que c'était en 2013, il me semble. Et là, ils ont réouvert en décembre 2021 et donc sans remontée mécanique. Ils sont en train de créer donc des chemins de rando pour. Alors oui, j'ai écrit de ski de rando, le VTT, le trail et il développe un autre modèle. Il y a un télésiège qui fonctionne l'hiver, mais effectivement... Voilà. Et donc, vous parliez de 4 saisons. Eux, ils ont appelé ça la station 4 saisons, en fait, la station de Puigmal. Mais je pense qu'il va falloir y aller. Alors, c'est sûr, peut-être pas dans les 10 années qui viennent, on aura encore de la neige, j'espère. Mais c'est vrai que dans les futures années, on n'aura certainement plus grand-chose en neige. Donc, il va bien falloir la garder. Voilà, donc je pense que la diversité, on peut la faire et je pense que les gens qui habitent dans les stations, même de haute et de moyenne montagne, ont les capacités en tout cas à trouver de la diversité. Michael Kramer ? Oui, là c'est vrai qu'on parle de montagne, de la capacité, mais la montagne, il ne faut pas qu'elle soit aussi... lésée parce que depuis Paris et avec les attaques qu'elle peut subir de par le Parlement, il y a 3 ans maintenant, il y a eu la volonté de supprimer une taxe, un impôt qui était très petit au niveau de l'État, c'était à peu près 10 millions d'euros. L'État a voulu le supprimer, le gouvernement a voulu le supprimer. C'était simplement notre redevance pour les domaines de ski de fond. Donc c'est avec ça que les communes qui ont des domaines de ski de fond se rémunèrent sur le damage. C'était une volonté de l'État de la supprimer. Donc il a fallu que les montagnards montent au créneau pour éviter cette suppression de cette taxe. Il y a aussi la question qui revient et qui va devenir encore plus importante aujourd'hui à cause des énergies. Nos domaines skiables fonctionnent avec l'électricité, mais on a le problème du gasoil de nos dameuses, avec le gasoil non routier. On bénéficie du gasoil non routier. Je rappelle que dernièrement, ça a encore été un combat des domaines skiables de France de se battre contre la suppression de ce gasoil non routier. Pour revenir un peu à la sylviculture, sur la montagne, c'est aussi des forêts, on n'a pas traité. Et la sylviculture, aujourd'hui, il y a les communes forestières, les propriétaires privés, avec le travail aussi avec l'ONF, on rentre dans une dynamique déjà de changer les essences les forêts cultivées, de changer les essences. Donc les montagnards sont déjà en train de s'adapter au changement climatique. On passe des forêts d'épicéas en développant, en donnant sa place aux pins, donc à d'autres arbres, à d'autres essences. Voilà, donc c'est déjà engagé. C'est qu'on n'attend pas, les montagnards n'attendent pas ça pour s'engager.
Et c'est vrai qu'on parlait de classe verte et classe de neige. Hein. C'est un sujet qu'on travaille au niveau du parc naturel régional du Vercors et que je porte sur ce sujet-là, sur comment on récupère tous ces grands centres qui ferment et comment on évite qu'ils partent chez les promoteurs immobiliers, comment on permet de garder nos enfants. Mais on parlait de l'éducation à la nature, mais il faut aussi que nos enfants ils puissent découvrir aussi le monde urbain, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants qui sont en milieu montagnard, en milieu ruraux, et qui connaissent pas la ville. Et quand ils arrivent aux villes, même quand ils sont étudiants, il y a des codes aussi en ville à avoir. Et je pense que si on est capable d'accueillir des enfants en zone rurale, il faut que nos enfants ils puissent aussi aller en zone urbaine, découvrir comment fonctionne une ville et avoir l'accès à la culture. Parce que c'est aussi un problème qu'on a en montagne, c'est qu'on n'a pas accès à la culture. La culture se concentre beaucoup dans les centres urbains. On essaye, beaucoup de communes maintenant essayent d'amener la culture en zone rurale parce qu'on ne doit pas être exclu de la culture en zone rurale. Donc voilà, il y a tout ce travail-là qu'il faut qu'on fasse pour nos enfants, et les échanges sont importants. Alors, pour conclure sur ce sujet, Isabelle Olivier, vous avez un peu de retard sur le temps de parole. Plus globalement, sur l'environnement, on a l'impression qu'Éric Zemmour, dans la campagne présidentielle, en tout cas, n'a pas mis ce sujet en avant. Après, pour la quatrième circonscription, on peut avoir des solutions. Il y a des solutions qui existent. Aujourd'hui, par exemple, les déchets. Les déchets sur site, on sait les utiliser avec les chaudières alors attendez le mot. Gazéification, voilà, on sait les utiliser, les déchets. Ça peut créer et de l'électricité à partir de la combustion, de l'eau chaude. Parce que de l'Alpe d'Huez, il me semble qu'il y a quand même 8 bennes de l'Élie Environnement, pour ne pas les citer, qui descendent tous les jours. C'est énorme, quoi. 8 bennes, à 1 000 € la benne, je pense qu'on peut faire quand même de grosses économies. Voilà, et donc ça permettrait éventuellement d'arrêter d'avoir ce va-et-vient de camions, et en plus on pourrait utiliser vraiment les déchets. Ça existe, hein. Ça s'est fait, tout le monde connaît certainement sur Rennes la maison qui était complètement autonome. C'est le propriétaire de ce chalet expliquait très bien comment ça fonctionnait. Sarenne, le refuge de Sarenne. Sarenne, oui, pardon, qui a brûlé depuis. Voilà, oui, qui a brûlé depuis, mais enfin bon, voilà. Voilà, donc ce sont des choses qu'on sait faire, et là, franchement, c'est sur le point de vue économique et au point de vue écologique, ça fonctionne vraiment bien, et je pense que c'est quand même important. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était un refuge un peu atypique au-dessus de l'Alpe d'Huez qui développait des nouvelles technologies. Il nous reste quelques minutes. Je vous avais promis un petit tour de table pour finir, pour mettre un sujet de votre choix en avant. On va commencer avec vous, Marie-Noëlle Battistel, en guise de conclusion. Oui, je voulais rebondir sur la question environnement, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, donc malheureusement, alors je viendrai. Bon. Moi, effectivement, ce que j'ai envie de porter là au plus tôt, parce que je reçois quotidiennement dans ma permanence des personnes qui me parlent de déserts médicaux, de médecins traitants qui ne trouvent plus, de spécialistes. Nous avons vu à l'image tout à l'heure l'hôpital de Lamure, où les services de soins de suite fermeront cet été parce qu'il n'y a pas suffisamment de possibilités de personnel. Donc je crois qu'il y a vraiment une urgence à sauvegarder notre système de santé, qui est un très bon système de santé. Et moi, je suis assez inquiète. Nous avons eu pendant les réunions publiques des personnels soignants qui se sont exprimés pour nous dire leur malaise et pour aussi nous dire leurs inquiétudes sur le maintien de notre service de santé, notamment à l'hôpital, et nous parler de la fuite des personnels qui ne trouvent plus de sens à leur métier. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, de redonner du sens, c'est-à-dire de redonner de la considération, de redonner... Il n'y a pas toujours que les moyens qui sont importants, mais ils le sont aussi. Donc nous avons aussi dans notre contrat et dans notre contrat programmatique des propositions pour revaloriser ces métiers et pour éviter cette fuite, et puis sortir de la gestion comptable de la santé, dont on a trop souvent l'habitude de faire. Et puis on pourrait tout de suite parler derrière de la question de la dépendance et de la question des scandales Orpea et Corian. Quand on met du marché de partout, voilà, on se retrouve face à ces situations, d'autant qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens de contrôle, puisqu'il n'y a plus assez non plus de personnel d'État pour assurer ce contrôle. Donc je crois que ça peut être quelque chose d'assez consensuel. L'hôpital aujourd'hui et la santé, c'est quelque chose de primordial pour les citoyens. Il faut
faut le sauver et je souhaite y contribuer. Et oui, les soignants grenoblois qui étaient d'ailleurs dans la rue ce mardi, qui manifestaient comme beaucoup de leurs collègues en France. Michael Kremer. Oui, moi je peux que souscrire à ces propos. Hein. Je voulais justement aborder ces sujets-là. Et puis il faut accompagner. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font en montagne pour garder les médecins sur les zones rurales. Je pense qu'il faut accompagner. Ces accompagnements, ils passent par les ARS, donc il y a peut-être une réforme des ARS à faire parce que ça bloque beaucoup. Les collectivités locales, les mairies abondent dans le système de santé. Aujourd'hui, c'est une désaffection de l'État, mais c'est les mairies qui apportent la santé. On prend en charge, il y a des mairies qui prennent en charge les bâtiments pour mettre des médecins, qui prennent en charge les logements à certains endroits. On va jusque la santé, mais aussi le bien vieillir bien vieillir à domicile en zone de montagne ou en zone urbaine, hein, parce que je pensais que c'était qu'une problématique de montagne, mais on a la problématique aussi en zone urbaine. C'est l'accompagnement à domicile, les aides à domicile. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des personnes pour l'aide à domicile. Les ADMR cherchent du personnel. C'est comment on travaille sur ces contrats à revaloriser, comment on travaille aussi avec tous ces auxiliaires de vie. On n'a pas parlé du handicap, mais on aurait pu parler du handicap ou la difficulté des enfants de trouver des auxiliaires pour aller à l'école, où les parents puissent se décharger un peu. Toute la filière des aidants, la reconnaissance des aidants aujourd'hui. Aujourd'hui, les aidants, ils ont depuis la loi de 2016 un statut. Encore une fois, ils choisissent pas d'être aidants, mais ils reçouvent une aide, 85% du taux horaire du SMIC de mémoire, mais cette aide, elle est imposée. Donc, c'est des choses qu'il faut travailler. C'est toute cette structure de l'aide à la personne sur les maladies cognitives, sur les maladies et puis sur le handicap. Merci. Michael, vous avez senti que le chrono tournait. Fanny Lacroix, en guise de conclusion. Je dirais simplement sur ce qui vient d'être dit, où effectivement il y a un grand chantier devant nous, c'est sûr, qui est la santé, c'est une priorité. Il y a eu un démantèlement de l'hôpital public, mais sur vraiment un temps long, avec aujourd'hui où ça apparaît sur le devant de la scène comme quelque chose de plus acceptable. Donc il y a eu cette volonté avec le Ségur de la santé de rassembler tous les acteurs autour de la table pour trouver des premières solutions. Donc il y a eu des avancées qui ont été faites, qui sont substantielles et qu'il faudra poursuivre. La lutte contre les déserts médicaux est une priorité absolue et là-dessus, j'y mettrai toute ma vigilance. Mais je voudrais surtout terminer mon intervention sur 2 éléments, moi, qui me semblent majeurs et qui me donnent de l'enthousiasme pour l'avenir. C'est déjà la reconnaissance d'un nouveau droit universel, le droit à la garde d'enfants. Parce que moi, je suis maman solo, 2 enfants qui sont encore petits. Et je peux vous dire qu'en milieu rural, j'ai un peu galéré quand j'ai dû aller travailler et que j'arrivais pas à trouver de moyens de garde pour mes enfants. Et je trouve que cette mesure-là, elle a quelque chose de révolutionnaire, de dire demain, si on a des enfants de moins de 3 ans, ça sera un droit universel. J'aurai le droit, ça sera un droit de pouvoir faire garder mes enfants s'ils ont moins de 3 ans. Alors ça voudra dire bien sûr du soutien aux communes pour augmenter les places en crèche, un soutien aussi au réseau d'assistantes maternelles et aussi un soutien aux familles pour pouvoir avoir accès à cette offre-là. Mais je trouve que c'est vraiment une mesure qui sera une grande avancée pour la société française. Et donc je souhaitais en terminer avec ces mots d'espoir. Eh ben, très bien. Et le mot de la fin pour Isabelle Olivier. Alors, comme on parlait du médical, moi je veux porter au plus vite et réclamer au plus vite donc la réintégration immédiate des 15 000 soignants non vaccinés. Voilà, c'est tout de suite maintenant, immédiatement. Et je veux porter au plus vite également, et je porterai donc au plus vite et également la défense de notre pouvoir d'achat. En priorité, je pense qu'il faut vraiment s'y mettre. Voilà. Très bien, merci à tous les 4. On redonne la liste des autres candidats, puisque vous êtes 9 dans cette élection sur la 4e circonscription. Les voilà qui s'affichent: Quentin Gelin pour les Patriotes, Yves Gérin-Montbrun pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, Olivier Guyot pour le Rassemblement national, Josiane Hirel pour le mouvement Hommes, Animaux, Nature et Jean-Alain Ziegler pour Lutte ouvrière. Nous, on vous donne rendez-vous sur Télégrenoble les 12 et 19 juin. Déjà, il faut aller voter. Et puis, à partir de 20h30, on sera en direct et de ces studios et de la préfecture pour vous donner les résultats à chaud et puis avoir les réactions aussi de tous les candidats isérois concernés par ces législatives. Très vite, donc, sur Télégrenoble pour parler de politique.